Voilà 4 ans que les Syriens endurent la violence des combats. 4 ans qu'ils quittent, les uns après les autres, leurs maisons trop exposées aux bombardements. L'alternative, pour ceux qui n'ont pu quitter le pays, est de vivre dans des camps à proximité de la frontière, comme ici, dans le nord du pays. Le 1er septembre, de nombreuses familles ont fui l'explosion de bombes barils et se sont réfugiées ici. Quand ils sont arrivés et se sont installés, cette terre était vide. Il n'y avait pas de tente, pas la moindre aide. Depuis le début du conflit, un Syrien sur 2 a dû quitter son domicile. Il n'y a pas de structure médicale, il n'y a pas de toilettes, pas de système d'égout. Chaque famille a droit à 15 litres d'eau, ça ne suffit même pas pour boire. Comment peut-on se laver ou laver nos vêtements? L'hiver rend la situation de ces familles plus précaire encore. Quand il neige, c'est un gros problème. Quand la neige fond, c'est encore pire, car tout devient boueux et détrempé. Les couvertures sont humides et vous devez chauffer votre tente. Ce n'est pas facile de trouver du gazole, mais le plus dur, c'est de trouver du gazole de qualité. Il faut donc faire un choix. Vous ne pouvez pas ne pas chauffer votre tente, sinon tout le monde sera en hypothermie. Mais si vous utilisez ce combustible, il risque d'y avoir une explosion et la tente peut prendre feu. Les explosions provoquées par du gasoil de mauvaise qualité sont devenues monnaie courante, à tel point que dans le gouvernorat d'Idlib, l'hôpital MSF s'est spécialisé dans la prise en charge des brûlés. Un feu a éclaté dans un camp et s'est étendu à un groupe de tentes. C'était tôt le matin et des enfants dormaient à l'intérieur. Les enfants n'ont rien fait. Mais ils se retrouvent brûlés à cause du combustible utilisé pour le chauffage ou des bombes barils. Depuis le début du conflit, les structures médicales sont visées, leur personnel tué, kidnappé ou forcé de fuir la violence. Il y a plusieurs mois, certaines structures MSF ont dû fermer à cause des risques d'enlèvement. Des réseaux de médecins se sont mis en place dans les zones non contrôlées par le gouvernement, mais ils ont besoin d'aide. Une aide qu'MSF tente de leur apporter. Aujourd'hui, par leur contact avec les médecins syriens, les équipes savent que des milliers de personnes ont besoin de recevoir une assistance humanitaire, mais leurs possibilités d'agir sont bien trop limitées. L'épidémie d'Ebola a beau perdre en intensité, sur le terrain, les équipes n'ont pas le temps de baisser la garde. En Guinée et en Sierra Leone, de petits foyers de cas continuent d'apparaître, et la population résiste toujours aux messages de sensibilisation. Le moment est crucial. Il suffit d'un seul cas d'Ebola non identifié à temps pour annuler tous les efforts faits pour stopper l'épidémie. Alors, pour s'assurer que les informations de prévention sont comprises et acceptées de la population, les équipes de promotion de la santé, comme ici à Monrovia, doivent répéter sans relâche leur message. Nous devons nous assurer que les gens sont bien conscients qu'une fois qu'il y a eu une épidémie, il est probable qu'une autre se déclenche dans le futur. Les enterrements traditionnels, le fait de toucher le corps d'une personne décédée, font partie des choses auxquelles il faut réfléchir. Nous devons modifier nos habitudes. Au lendemain de l'épidémie, l'autre défi qui attend les pays touchés sera de relancer leur système de santé, déjà fragile et complètement déstabilisé par Ebola. Le camp de Liechwar abrite des milliers de réfugiés.
Beaucoup sont des femmes qui ont quitté le Soudan du Sud en laissant derrière elles une partie de leur famille. Si elles sont seules entre femmes, elles sont très vulnérables. Elles sont vulnérables aux attaques, au viol, au vol. Nous n'avons pas reçu beaucoup de cas de violences sexuelles, mais je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas rapportés. Les gens ne recherchent pas une aide médicale après un viol, mais nous sommes persuadés que cela se produit. Dans l'hôpital ouvert à Liéchouar, les équipes MSF gèrent notamment une maternité. Cette femme a appris au moment de l'accouchement qu'elle attendait des jumeaux. Quelques jours après la naissance, les 2 enfants se portaient bien, mais leur mère n'arrive pas à leur imaginer un futur. Après 50 ans d'isolement, les patients qui souffrent de tuberculose sont enfin pris en considération, particulièrement ceux qui souffrent d'une forme multirésistante. Ils peuvent espérer, d'ici quelques années, disposer de traitements efficaces. Pourquoi ce changement était-il si attendu ? Parce que la tuberculose multirésistante est une tueuse redoutable et un enjeu de santé publique. La tuberculose est une maladie infectieuse qui se soigne avec des antibiotiques. Mais certains microbes ont fini par apprendre à déjouer le mécanisme d'action des médicaments à cause de traitements contre la tuberculose mal administrés. Quand les 2 principaux antibiotiques cessent d'être efficaces contre la maladie, on l'appelle multirésistante. Voilà les 27 pays les plus touchés. La tuberculose multirésistante, puisqu'elle épuise l'arsenal thérapeutique, est très difficile à soigner. Le traitement dure 2 ans. Un patient peut être amené à prendre jusqu'à 14 600 pilules et recevoir des centaines d'injections. Ce traitement ne guérit que 50% des patients et entraîne des effets secondaires graves. On estime à 450 000 le nombre de nouveaux cas de tuberculose multirésistante chaque année. Et jusqu'à présent, ces patients étaient ignorés par la recherche pharmaceutique. Premier changement en 2012-2013. 2 nouveaux médicaments en cours d'essai clinique sont enregistrés, la bédaquiline et le délamanide. Mais 2 ans plus tard, moins de 3% des patients ont accès à l'une ou l'autre de ces molécules, malgré leur efficacité démontrée. Pourquoi ? Parce que l'utilisation de ces médicaments en cours de développement reste un processus lourd et compliqué. Il existe un manque de connaissances scientifiques. Comment associer les différents médicaments pour obtenir un traitement efficace et sans effets secondaires graves ? Cette situation est sur le point de changer grâce à un projet qui lie MSF à 2 autres partenaires et financé par l'United. En 4 ans et dans 16 pays, 2600 patients souffrant de tuberculose multirésistante auront accès à un traitement incluant les nouvelles molécules. Et des essais cliniques vont évaluer de nouvelles combinaisons de médicaments. En appuyant ainsi sur l'accélérateur, ce projet pourrait permettre à des centaines de milliers de personnes d'accéder à un traitement efficace, moins long et moins toxique. C'est aussi le meilleur moyen d'interrompre la transmission de cette maladie. Every year, some idiot comes up with a list of most corrupt nations, and Afghanistan is always on top. Here's a country that, by all conservative estimates, has had some say $2.7 trillion pumped into that country. On the issue of, well, the benefits not really trickling down to the population after 15 years of continuous pumping of enormous quantities of money. Yes, I've seen that. And there's a lot of reasons. The first, in my mind, the first person I would hold responsible for this are the donors themselves. This was a highly politicized intervention, and the donors were under enormous pressure to disperse of a lot of funding, and they did that through most often local NGOs, who are basically proxies of a handful of warlords and very powerful Afghani who have historically, for the last 30 years, held the population to ransom. So
dispersing that amount of money without any mechanism to follow through, having a mechanism to see if what the funds were allocated have actually, materialized. I mean, this is a responsibility of those who give the money as well. And at least 2 U.S. construction companies have been taken to court in the U.S. for building substandard schools that are falling on children. So there are all these great buildings, and the kids are outside the building under the mango tree because they are afraid to go and work inside. So yes, a lot has been wasted. And of course, as usual, it's the person on the street who has suffered the loss, who would still be freezing in the winter and who still would possibly deliver a child at home because there's no MCH coverage.